Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La raison et la croyance. L'usage de la raison suppose-t-il l'origine de toute croyance? Dans une conversation où le temps monte à mesure du désaccord, il arrive que celui dont l'opinion est mise à mal demande qu'on le laisse croire ce qu'il veut, rempli devant le manque d'arguments. Cette défense, invoquant un droit de croire comme on veut, exprime l'idée que le sujet serait libre de croire que ses opinions seraient le fruit de sa volonté. Face à l'argumentation, la subjectivité serait un recours et le fait que ces deux croyances soient miennes attesterait la liberté de penser. Cependant, cette identification entre deux croyances personnelles, la volonté et la liberté de penser, était légitime. Il faut noter que l'éducation, l'expérience, nos désirs, etc. sont une cause de nos croyances. Mais alors, si nos croyances sont causées de l'extérieur, il semble absurde de défendre un droit de croire puisqu'on ne croit pas selon notre volonté, mais de manière passive, par passion. En ce sens, si les croyances sont bien ce que l'on admet sans le vouloir, alors elles sont proprement irrationnelles, puisqu'elles ne proviennent pas d'un libre examen par les raisons, mais sont admises du fait de causes qui ne dépendaient pas de nous. Or, puisque la raison est la faculté qu'a tout homme d'examiner la vérité d'une proposition selon ce qui la justifie, démonstration, preuve, argument, etc., sur laquelle repose la différence entre croire et savoir, se servir de sa raison, c'est chercher à ne plus croire pour savoir. En ce sens, l'usage de la raison suppose le rejet de toute croyance dans le but de la recherche de la vérité, condition d'une véritable liberté de penser. Croire, c'est alors un signe de soumission de l'esprit, alors que le seul savoir permet de se repérer de manière autonome dans le réel. Cependant, cette distinction entre croire et savoir n'est pas sans poser problème. Si le savoir se distingue parce qu'il est justifié, dans quelle mesure une proposition doit-elle être justifiée pour ne plus relever de la croyance? Y a-t-il de l'absolument certain? Autrement dit, la raison est-elle capable jusqu'au bout d'assurer un savoir, de mettre fin au doute? Ces difficultés nous conduiront à nous demander si l'on peut se passer de croire ou s'il y a de croyances légitimes, voire nécessaires. Dans cette perspective, nous verrons dans un premier temps que les actes de raisonner et de croire sont antinomiques pour ensuite examiner les limites du pouvoir de la raison et mettre en question les présupposés de savoir. Enfin, nous nous efforcerons de montrer que ce n'est pas l'effet de croire, mais l'attitude que nous avons à l'égard de nos croyances qui détermine leur opposition à l'usage de la raison. La croyance est une adhésion de l'esprit à un contenu donné. Croire que l'on a ce clé dans la poche quand lapin et les réincarnations de son grand oncle, etc., c'est tenir pour vrai une proposition. C'est donc la certitude qui semble être le critère premier de la croyance. Et lorsqu'on ne peut pas certain, on ne croit pas. On peut donc donner une définition préliminaire de la croyance en général comme l'état de l'esprit qui donne son assentiment à une proposition. Croire, c'est avoir opiné, dire oui à une idée en le faisant sienne. La question est alors de savoir ce que nous fait croire, quelles sont les causes que nous fait dire oui. Une importante source de croyance et l'expérience. Lorsque je vois un plateau fixé sur quatre pieds, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il s'agit là d'une table. Par l'expérience, nous nous repérons dans le réel, ce qui est une condition nécessaire à la vie. Pourtant, l'expérience peut être trompeuse. Les cas d'illusions d'optique sont nombreux. De plus, nous tirons de l'expérience des conclusions qui dépassaient l'expérience.
parce que nos expériences et rassemblées, ce qui est une source d'erreur. Qui n'a jamais pris un inconnu pour un ami parce qu'il lui ressemblait de dos. D'ailleurs, ces erreurs communes peuvent avoir des conséquences plus profondes sur les croyances humaines. L'expérience semble nous enseigner que le corps plus massif tombait plus vite, mais c'est que nous négligeons la résistance de l'air. De sorte en général, il faut reconnaître que l'expérience est plus une cause de nos croyances qu'une raison suffisante pour croire. D'autre part, lorsque nous n'avons pas d'expérience, nous devons faire appel au témoignage d'autrui pour apprendre. Et dans ce cas, c'est l'autorité de ceux auxquels nous faisons confiance que nous fait opiner. Ainsi, les arguments niant la réalité de chambres à gaz ont-ils pu recevoir une audience de simplifier que certains universitaires les défendaient, de même que l'expérience, l'autorité est donc une cause de nos croyances. Enfin, il faut noter que nous avons tendance à prendre nos désirs pour des réalités. Celui qui désire avoir une bonne note aura tendance à expliquer ces mauvais résultats par des facteurs, lui, étant extérieur, que ce soit le manque de temps, l'incompétence d'un enseignant, l'inégalité dans laquelle il se trouve par rapport aux autres élèves, etc. Nos envies, nos passions sont de cause de croyances, ce qui manifeste clairement le coup de foudre qui consiste à survaloriser l'être humain et à nier le défaut. Ensemble, l'expérience, l'autorité sont deux causes de nos croyances plutôt que des raisons d'être certains. En ce sens, les croyances sont irrationnelles, elles viennent d'autre chose que de l'usage de la raison. C'est d'ailleurs cette pluralité de causes de croyances qui produit la multiplicité des opinions et les désaccords sur les diverses croyances produisaient la houle perpétuelle de débats humains. Pourtant, si l'homme est par nature un être rationnel, comment comprendre cette persistance du désaccord? Si la rationalité est une qualité universelle des êtres humains, susceptible de permettre l'accord des esprits, d'où vient cette pluralité des opinions particulières? C'est la question qui ouvre le discours de la méthode de Descartes, à laquelle il répond par une théorie de l'opinion. Bien que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, nous conduisons nos pensées par diverses voies et nous considérons par les mêmes choses. Autrement dit, si la raison est une faculté présente en tout homme, cela ne signifie pas que tous sont servis. Il y a donc une différence entre la possession de la raison et l'acte de raisonner. Or, faire usage de sa raison, cela commence par le doute. En effet, si la raison est bien la faculté de discerner le vrai, alors elle doit examiner son objet afin d'en avoir une connaissance certaine, qui soit à la fois claire et distincte. Cela signifie que la raison a atteint son but lorsque plus aucune confusion ne reste quant à son objet, et pour cela il faut une certaine posture de l'esprit, celle qui accepte la reconnaissance de l'erreur possible, autrement dit, celle qui refuse de croire pour savoir. On peut donc dire que la raison suppose le rejet de toute croyance d'une part par méthode, puisque l'examen rationnel consiste dans le fait de ne pas tenir pour vrai ce qui n'est pas assuré. D'autre part, dans son but, puisqu'il s'agit d'atteindre une connaissance certaine qui n'est plus de l'ordre du savoir. Mais ici, une difficulté apparaît. Comment distinguer croire et savoir si les deux sont susceptibles d'atteindre au même degré de certitude? En effet, on peut opposer des visions de monde contradictoires, alors même qu'elles ont le même degré de certitude chez eux que les deux fondés. Par exemple, l'opposition aux États-Unis entre le créationnisme et l'évolutionnisme, qui fait problème des faits de leur prétention à l'enseignement, ne pourrait être tranché par la question qui croit le plus.
il faut examiner les raisons que justifient chaque proposition pour être capable de trancher où est le savoir. Eh bien, l'on peut tenter d'expliquer l'extinction de dinosaures par l'idée de lige divin qui rendre compte de la différence manifeste entre le fossile du passé et les espèces du présent. Cela ne suffit pas pour expliquer expliquer que l'on puisse rapporter des lignes d'évolution à la position temporelle des fossiles dans le sol géologique. Si les espèces ne volaient pas, il faudrait supposer que toutes les espèces existantes aujourd'hui étaient déjà présentes à l'origine de la vie, lors de sa création. Or, on retrouve une gradation des espèces dans le sol tel que les espèces contemporaines n'apparaissaient dans l'histoire continue dans le sol que tardivement dans l'histoire terrestre. Par conséquent, il est justifié par le fait de penser que les espèces animales ne sont pas fixes, qu'elles se sont transformées depuis l'apparition de la vie, autrement dit que la vie évolue. Et cet argument se compte sur les preuves que l'on a pu observer de mutations génétiques en laboratoire. C'est donc, ce n'est donc pas le degré de certitude qui permet de distinguer la croyance et le savoir, mais la justification d'une thèse qui permettait de la considérer comme un savoir et ce qui permet la justification d'une thèse. C'est l'usage de la raison qui met en rapport le phénomène pour les expliquer. La certitude est subjective alors que la justification rationnelle est objective. On voit donc que parce qu'il permet de refuser de croire pour savoir, l'usage de la raison est essentiellement un rejet de la croyance. Pourtant, le critère de la justification rationnelle n'est pas sans poser problème. Peut-on en effet formuler une justification définitive pour une connaissance? Ce qu'une époque considère comme vrai, eh bien, souvent remis en doute par les époques postérieures. D'autre